Salut à toutes et à tous, ici Boris de la Bulle Ludique. Aujourd'hui, bande de curieux, je vous fais découvrir les 5 jeux de ma collection auxquels j'ai le plus joué. Quelles sont ces œuvres increvables que je prends plaisir à pratiquer encore et encore? Quelles sont ces boîtes usées dont j'ai pratiqué pour chacune plus d'une centaine de parties? On va les passer en revue de la 5e à la première place. Alors avant de commencer, un petit point méthodologique. Je compte mes parties depuis janvier 2012, donc celles effectuées avant cette date ne sont évidemment pas prises en compte. Au départ, j'encodais mes parties sur Trick Track, très mauvaise idée, puis je suis passé sur Board Game Geek en 2013, que j'ai désormais relié avec l'application BG Stat, donc une application pour téléphone. Alors, je suis pas sponsorisé pour vous dire ça, mais BG Stat, c'est vraiment excellent. Oui, ça coûte 5 €, mais c'est hyper pratique, c'est un archivage précieux de mes parties, des moments forts, des jeux qui, au contraire, ne sortent plus, que je peux repérer par ce biais-là, ce qui m'aide à mieux gérer ma collection. Voilà, bref, pour moi, c'est un outil indispensable quand on est un gros consommateur de jeux de société. Mais chacun fait comme il veut, hein, ça demande pas mal de discipline, et je suis pas là pour vous dire que vous devriez compter vos parties, vous faites bien ce que vous voulez. Précision supplémentaire, quand je compte mes parties, j'exclus évidemment tout ce qui est contre une intelligence artificielle sur des supports numériques, sinon je peux jouer à l'infini, c'est un peu triché, et j'encode pas non plus les parties sur le site Board Game Arena qui sont effectuées avec des inconnus. Pour les mêmes raisons en fait, si je peux jouer à l'infini à un jeu, ça sert plus à rien de compter. Par contre, je compte une partie sur Board Game Arena si elle a été réalisée avec un ami, quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Souvent, on discute sur Discord en même temps, on se concentre, on cherche à battre l'autre, donc on se rapproche pas mal, finalement, d'une expérience de jeu en vrai, même si on est d'accord que c'est pas tout à fait pareil, je trouve ça dommage, en fait, de pas les compter, de les considérer comme des sous-parties. Ça donne tout simplement davantage d'occasions de jouer ensemble, le fait de ne pas avoir à se déplacer. Je compte aussi les parties solo parce que ça me permet de garder une trace de mes victoires, de mes défaites, de mes scores, d'à quel point je pratique tel jeu en solo, etc. Mais dans le cadre de cette vidéo, je vais mettre de côté mes parties en solo pour me concentrer sur les expériences multijoueurs. Exit donc Marvel Champions, auquel je joue quasiment exclusivement en solo, parce qu'il se joue très bien dans ce mode-là, qu'il est plus rapide, ça me permet d'y plonger plus facilement, plus régulièrement, et de rentabiliser tout le pognon que j'y ai mis. C'est de loin mon jeu de cartes évolutif préféré, si vous appréciez la licence, c'est un incontournable. Exit aussi Vendredi, un petit jeu de Friedman Freeze, auquel j'ai pas mal joué en physique, mais encore plus sur téléphone, grâce à une appli très bien troussée. Si vous connaissez pas Vendredi, c'est un super jeu avec 5 modes de difficulté et un challenge assez corsé. C'est du deck building en solo, il y a plein de choix à faire, de la prise de risque. Je vous encourage à l'essayer. La boîte, à l'époque, elle coûtait 10-12 € et l'appli coûte moins de 5 €, donc c'est à la portée de toutes les bourses. Après ces précisions, on peut entrer dans le vif du sujet et commencer le top. Vous allez voir, ce sont des jeux qui sont assez connus, et ce qui me semble intéressant, c'est de se demander pourquoi j'y ai autant joué, dans quel contexte, qu'est-ce qui les rend autant addictifs et faciles à sortir, parce que pour faire plus d'une centaine de parties d'un jeu aujourd'hui avec la pléthore de nouveautés qui existent, il faut que le jeu ait une facilité à arriver sur la table. En 5e position, c'est Smash Up. Ici, c'est la boîte de la version Marvel, mais qui contient en fait toutes les extensions que je possède. Alors Smash Up, j'en ai réalisé 101 parties, et il n'est pas sur Board Game Arena, donc c'est uniquement du physique. Smash Up, c'était ma plus grosse attente de l'année 2012. J'attendais la boîte de base comme le Messie. Je l'ai pris en VO, chez AEG, j'étais trop impatient, et j'ai pas été déçu. L'idée de Smash Up, comme dans Gozu X récemment par exemple, c'est qu'on va choisir des factions et les mélanger ensemble pour créer son deck. On peut incarner les hommes singes licornes ou les samouraïs zombies. Rien que ce concept, ça rend le jeu addictif car on a envie d'essayer toutes les possibilités qui deviennent très nombreuses dès qu'on ajoute une ou deux boîtes à la boîte de base qui contient 8 factions. Et les extensions, elles sont très nombreuses, j'en ai déjà trop et j'ai même pas le quart de ce qui existe. C'est ma boule, aucun jeu ne devrait avoir autant d'extensions. Voilà, j'imagine que ça fonctionne aux États-Unis et Yellow suit le jeu en version française depuis des années, donc pour ça, faut les saluer. Alors après, on a des cartes actions et des créatures, on peut jouer une carte de chaque par tour, et on se place sur des bases en additionnant la force de nos monstres jusqu'à atteindre un seuil critique. Quand cette somme requise est atteinte, on gagne des points en fonction de si on est celui avec le plus de puissance, le deuxième ou le troisième. Tout le sel du jeu vient du timing, de quand on se pose, et
de comment on va enchaîner les effets pour couper les opportunités de l'adversaire et scorer la base avant qu'il puisse s'y placer. C'est aussi un jeu de négociation, et moi j'y joue pas du tout à deux pour cette raison, je trouve que ça n'a pas tellement d'intérêt. Parce qu'à deux, c'est à celui ou celle qui aura la meilleure sortie. Mais à 3 joueurs, qui est ma config préférée, on peut réaliser des alliances temporaires pour contrer celui qui est en tête. On peut se poignarder dans le dos. Et c'est aussi un jeu très technique, avec des enchaînements complexes, des moments de creux où on attend volontairement avant de lâcher la purée. Moi j'aime aussi jouer à 4, mais alors uniquement en 2 contre 2, et première équipe à 20 points au lieu de 15 en chacun pour soi, parce que sinon si on dit qu'il faut atteindre les 30 points, je trouve ça interminable. Voilà, ça c'est la petite règle maison. Sans une partie, ça peut sembler colossal, mais à un moment où je possédais moins de jeux, c'était un passage obligé Smash Up de toutes mes sessions entre amis, et c'est un jeu qui gagne à être beaucoup rejoué, car on connaît les cartes, on peut anticiper quelle faction va sortir, on sait quelles sont leurs stratégies gagnantes, etc. En plus, ça permet de réaliser des associations en connaissance de cause pour marier des effets qui vont bien se combiner et pas simplement au hasard ou simplement pour le côté fun de dire haha j'ai les zombies licornes quoi. Donc il y a une méta qui s'installe, on anticipe les cartes qui peuvent sortir et voilà, c'est important je pense de pas acheter trop d'extensions tout de suite si vous voulez vous lancer dans Smash Up pour prendre le temps de bien étudier déjà les paquets qu'on a à disposition et puis d'enrichir alors les possibilités au fur et à mesure qu'on pense le jeu. Alors en quatrième, un jeu très connu, là aussi, qui a obtenu l'As d'Or Expert, The Crew de Thomas Singh. J'en ai fait 122 parties, dont une vingtaine sur Board Game Arena environ, en discutant avec des potes sur Discord pendant le confinement, sans tricher bien entendu. Alors bon, en nombre de parties, ça paraît beaucoup, 122, mais en termes de temps, en fait, on est sur des durées de parties qui sont bien moins longues qu'un Smash Up, où il faut entre 45 minutes et 1 heure pour atteindre les 15 points de victoire. The Crew, je connais personne qui en fait qu'une seule partie, en fait. Si on perd, on a envie de retenter en se disant que cette fois-ci, ça va passer. Et puis si on gagne, on a envie de voir ce qui se passe ensuite dans les scénarios, entre guillemets. C'est plus des contraintes qui changent à chaque fois. Moi, l'aspect scénaristique évolutif du jeu, je m'en cogne un petit peu. Par contre, en termes de mécanique, qu'est-ce que le prochain défi nous réserve ? Ça, je trouve ça intéressant et que ça pousse à continuer. Et à ce titre, The Crew 2 est plus varié, plus intéressant, il réserve plus de surprises, plus de défis, mais il est sorti après, et même si je le possède, j'ai beaucoup moins trouvé d'occasion de le pratiquer. Autre point notable, j'ai beau avoir fait 122 parties, j'ai jamais terminé la campagne de The Crew en entier. Parce que je l'ai pratiqué dans beaucoup de configurations différentes, avec des personnes différentes. Je recommençais pas à la mission 1 à chaque fois, elle est un peu trop facile, un peu trop basique. J'allais à la 6, à la 10 ou un truc comme ça, pour avancer par étapes, sans que ce soit non plus trop facile. Mais j'ai jamais trouvé des partenaires assez réguliers que pour me dire « Ok, je vais aller de la 1 à la 50 sans discontinuer ». Ce qui amène ça aussi, c'est l'originalité de The Crew, son côté un peu révolutionnaire, jeu de pli coopératif, qui me donnait envie de le faire découvrir à un maximum de monde, à la fois aux gens qui aiment les jeux de pli, pour leur faire voir ce genre-là d'une nouvelle façon, et à la fois aux gens qui disent qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas compter les cartes, etc. Oui, mais là, c'est différent, on réfléchit ensemble, et on gagne ou on perd ensemble. Donc voilà. Le faire découvrir à plein de gens, c'est bien, mais pour suivre la campagne de façon linéaire, c'est un petit peu compliqué. Après, j'ai jamais été très discipliné pour ça, j'aime pas être forcé de jouer au même jeu pendant X temps, même s'il est génial et même si les parties sont courtes. Enfin, je dois confesser que The Crew, j'y ai majoritairement joué à 2. Alors je sais, c'est clairement pas idéal, même si la variante fonctionne, avec ce joueur neutre dont on retourne des cartes, mais c'est pas un coop qui est pensé pour 2 joueurs, alors que le jeu suivant, oui, et du coup il l'a un petit peu remplacé. Alors en 3e position, avec seulement une seule partie d'écart avec The Crew, Codenames. 123 parties de Codenames, vraiment ? Alors non, pour simplifier le comptage, j'ai fusionné mes parties de Codenames classiques, j'ai dû en faire une trentaine, avec celles de Codenames Duo. Et autant le Codenames compétitif par équipe, j'ai rien contre, mais j'y jouerai plus spontanément aujourd'hui, principalement à cause du downtime, donc du temps de réflexion, qui fait qu'on peut vachement s'ennuyer pendant que l'autre joueur en face est en train de réfléchir. En fait, il y a qu'à voir comment les streamers qui le pratiquent sur Twitch meublent comme des malades pendant que les autres sont en train de réfléchir. Mais Codenames Duo, il gomme complètement ce défaut. Pendant que l'autre réfléchit, vous réfléchissez vous aussi, parce que vous avez vous aussi une grille devant vous. Fallait y penser, c'est brillant. En plus, on a des éléments pour aider sa déduction, qu'on n'a pas dans le Codenames original. Le fait qu'on a 3 assassins, mais seulement un en commun avec l'autre. Le fait qu'on ait 3 mots qui sont des 2 côtés, etc.
Tout fait que je préfère cette version. Et on peut évidemment reprendre les cartes du Codenames original pour les ajouter à celle-ci. Et là, on y a joué en couple pendant des soirées et des soirées. On peut moduler la difficulté, il y a une espèce de campagne qui monte le niveau de défi petit à petit et qui demande d'adapter sa façon de jouer en fonction du nombre d'erreurs auxquelles on a droit. Bref, c'est pour moi non seulement devenu la seule façon de jouer à Codenames, mais aussi un des réflexes des jeux à sortir quand on avait un quart d'heure devant nous, avec cette difficulté qui nous pousse à tenter des trucs de fou, qui se révèlent souvent loupés, mais c'est pas grave, on en refait une. C'est tout simplement le coopératif auquel j'ai le plus joué, et je vous le recommande chaudement. En deuxième position, 174 parties, le roi des deck building, le meilleur pour moi, Dominion. Alors oui, tout le monde ne l'aime pas. Yoel de First Player en tête, certains le trouvent trop froid, insipide, sans thème. Je me permets une métaphore nulle, Dominion a une carrosserie dégueulasse, mais c'est un moteur vrombissant, digne d'une Formule 1. On parlait des possibilités innombrables de ce mashup, et ici c'est stratosphérique. En fonction de la mise en place et des 10 cartes qui sont tirées lors d'une partie, on peut se retrouver avec des combinaisons incroyables ou des enchaînements plus sobres. À nous de scruter ce marché commun pour établir un plan de jeu dès le début de la partie. Alors, est-ce qu'il fonctionnera ? Le tirage a son mot à dire là-dedans, mais pas seulement. À quel point votre stratégie était-elle risquée ? Est-elle long terme ou court terme ? Comment s'adapte votre adversaire au cours de cette course ? Dominion est au deck building ce que Barrage est aux Eurogame. L'analyse de setup y est extrêmement déterminante. Et il a beau être sujet au hasard, c'est souvent le plus expérimenté qui l'emportera, celui qui parviendra le mieux à décoder les associations explosives. À partir du moment où vous avez au moins 3 ou 4 boîtes de Dominion, et que vous avez bien choisi vos extensions, c'est-à-dire que vous avez évité alchimie, abondance et aventure principalement, c'est impossible de se lasser de Dominion pour peu qu'on adhère à sa proposition stratégique. Et pour la même raison, les deck building dits à rivière, donc Ascension, Star Realms, etc., moi, ils me paraissent fades à côté de Dominion. Je peux pas acheter ce que je veux. Je peux pas suivre un plan de jeu, mais mes choix, ils sont contraints par le tirage. Donc, en plus du hasard de ma pioche, je rajoute celui de la rivière. J'aime pas. Je préfère Dominion, où je peux regarder ce qu'il y a au départ et établir un plan de jeu à partir de ça. En version numérique, Dominion dévoile pleinement son potentiel addictif, puisqu'on gagne le temps de la mise en place, et puis aussi quelques options bien pratiques pour tirer au sort les cartes disponibles. Le seul problème, c'est que les propriétaires de la licence ont bien compris ce côté prenant. Les extensions coûtent la peau des fesses, genre 10 € par boîte sur l'application. Quand on les possède déjà en physique, c'est d'autant plus ralent de passer à la caisse. Mais quand on aime, on compte pas, je suppose, à part son nombre de parties, pour se déculpabiliser d'y avoir mis autant de fric. Allez, on passe au top 1, comme ça j'abrège mes souffrances. And the number one is... Si vous me connaissez un peu et que vous m'avez déjà entendu parler de mes jeux favoris, celui-ci ne sera pas une surprise. En première position, avec 251 parties jouées, Race for the Galaxy. J'ai jamais trouvé d'autres jeux de cartes avec un tel ratio de temps de jeu profondeur que Race for the Galaxy. Quand on connaît bien le jeu, qu'on le pratique à 2, qui est la config la plus fluide et la plus jouissive, puisqu'on peut jouer 2 cartes actions par tour, les parties, elles durent maximum un quart d'heure. Et laissez-moi vous dire qu'en 15 minutes, on passe par une foule de micro-dilemmes, de retournements de situation, de coups d'éclat, de combos jouissifs, etc. Chacun a sa façon de déguster Race for the Galaxy. Moi, j'y joue avec les 3 premières extensions, sans les conquêtes, qui ont des règles trop alambiquées et qui proposent une interaction frontale en fait assez désagréable. Et quelque part sur Terre, il doit y avoir des gens qui aiment y jouer à 6 joueurs simultanément, avec l'extension Artefact Alien qui ajoute un plateau et énormément de downtime. Ça doit exister. Peut-être. Pourquoi ? Le problème de Race for the Galaxy, c'est qu'il est très peu accessible. Si je le fais découvrir à quelqu'un, ça peut m'arriver, je dois revenir au jeu de base, qui manque un peu de profondeur car la stratégie consommation est clairement au-dessus du lot, et ça implique déjà de trier les cartes. Ensuite, moi je vais faire mes choix en 3 nanosecondes, tandis que les nouveaux joueurs vont, et c'est bien normal, galérer à comprendre les icônes, le système de jeu, les enchaînements de phases, la programmation, les bonus de sélection à la Puerto Rico, les différences entre monde producteur et monde de trouvailles, colonisation normale et militaire. Bref, là déjà pour une partie d'entre vous, je parle ouzbek, je vous ai perdu. Alors imaginez si vous jouez, que vous êtes face à ces cartes et que vous devez faire des choix en permanence parce que les cartes que vous voulez jouer, vous devez défausser d'autres cartes de votre main pour les poser et donc il faut tout le temps faire des choix. Et puis, il y a 99% de chances pour que je gagne. Parce que je connais les cartes par cœur,
que je peux anticiper, là où les autres vont galérer s'ils découvrent. Donc le jeu a beau être incroyable, j'aurais paradoxalement du mal à vous le recommander aujourd'hui. Surtout que c'est Matago qui est à l'édition maintenant, à la place d'Istari, et on y a perdu au change. Res for the Galaxy, c'est ce que j'appelle en fait un jeu potion magique. Faut être tombé dedans quand tu étais petit, au début de ta vie ludique, sinon ça te retourne trop le cerveau pour être agréable. Voilà pour ce top 5 de mes jeux les plus joués, toutes catégories confondues. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Je peux envisager un top 5 de mes Eurogames les plus joués, des jeux d'ambiance les plus joués, etc. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez en m'indiquant vos jeux les plus joués, partagez pour faire découvrir la chaîne si ça vous plaît, et jouez bien. Ciao!